1,3 milliard d'euros en 2023. Jiffy fait partie du top des acteurs majeurs de la déco en France avec Ikea, Action, Leclerc, Maison du Monde et Leroy Merlin. Actif sur le marché depuis 1981, c'est la première enseigne de distribution à vendre des articles à petit prix pour la maison et la famille. En 2024, selon un rapport, la marque devient l'une des enseignes les plus attractives de France. Hello les cuistots, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, le rachat de Jiffy, la marque aux idées de génie. Mais avant de nous pencher un peu, mais pas trop, sur les raisons pour lesquelles on en arrive à ce triste résultat de faillite d'entreprise, je vous propose aujourd'hui de redécouvrir le succès qui a fait cette entreprise, ainsi que sa stratégie de communication qui l'a fait rester au top pendant plus de 40 ans. On est parti, bienvenue dans les chroniques de Jiffy. Avant tout, est-ce que vous saviez que Jiffy, c'était la symbiose entre Ginesté et Philippe, le nom de son créateur? Non. Le 18 septembre 2024, Jiffy fêtait ses 43 ans d'existence. Discounter et soldeur, Jiffy est la première marque de référence qui fait des prix attractifs toute l'année grâce à une centrale d'achat directement intégrée dans les entrepôts qui lui permet de livrer ses clients sans avoir besoin d'intermédiaires. 31e fortune de France avec 1,6 milliard d'euros de patrimoine, 800 magasins partout en métropole et plus de 6500 collaborateurs, Philippe Ginesté fait partie de ces personnages à succès complexe. Self-made man, parti de rien, sans diplôme et devenu milliardaire après l'ouverture de ses premiers magasins, Philippe Ginesté a su rester simple avec son attitude et sa façon de gérer ses équipes presque familiales. Philippe Ginesté, né en 1954 à Sainte-Livrade-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, qui se trouve en bordure du Lot, au sein d'une vallée fertile où l'on cultive le pruneau. Fils de vendeur de bétail sur les marchés, le jeune Philippe quitte l'école à 16 ans pour rejoindre ses parents dans leur entreprise. En enchaînant les petits boulots, il devient nettoyeur d'écuries, de camions, balayeur, il fait du porte-à-porte dans l'électroménager, jusqu'à ce qu'il devienne soldeur sur les marchés et prenne goût à la vente et au commerce. La France des années 80 est une période de transition et de contestation après les 30 glorieuses. Suite aux deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, le président de la Banque centrale américaine décide de lancer une récession pour lutter contre l'inflation. Et ça va largement toucher la majeure partie des États-Unis et ça va aussi impacter le reste du monde. Deuxième crise pétrolière survient avec la chute du Shah d'Iran. 2 mois plus tôt, cela freine l'exportation du pétrole iranien. Conséquence de cette crise, baisse de la production et mécaniquement hausse des prix du pétrole. Le ministre de l'Industrie, André Giraud, s'exprime sur Europe 1 au micro d'Yvan Levaille. Est-ce que vous allez à partir de là dire ce matin la vérité vraie aux Français? La vérité vraie est comme toujours. Je ne veux pas cacher aux Français que la situation n'est pas rassurante pour l'avenir. Nous devons économiser l'énergie. En France à cette époque, le prix du pétrole monte de 15% et le prix du gaz de 37%. La croissance économique ralentit fortement, tandis que la production baisse. Le chômage augmente aussi partout dans le monde, et pas seulement en France, et va toucher tous les autres pays de l'Union européenne jusqu'en 1985. Face à cette crise, la croissance économique en France se tourne majoritairement vers la consommation des ménages pour compenser. Après avoir payé le loyer et tout ce que je crois, ça fait 970 francs par mois pour se nourrir, pour s'habiller, pour sortir, pour tout ce qu'on fait dans une vie, quoi. Vous touchez combien pour ce travail de garde-barrière? Environ 300 francs par mois. C'est à cette période que l'on verra apparaître des mesures sociales comme le passage aux 39 heures ou la retraite à 60 ans par exemple. Et quoi de mieux que des petits prix pour relancer la consommation et le confort du foyer? C'est donc à 27 ans, le 18 septembre 1981, que Jiffy voit le jour dans ce climat morose. C'est grâce à son flair et à ses talents de vendeur que Philippe Ginesté ouvre son premier magasin Jiffy à Villeneuve-sur-Lot, mélangeant son expérience des marchés et des prix imbattables. Et pourquoi est-ce que j'ai fait cette longue aparté? Tout simplement parce que grâce à cette conjoncture morose, Jiffy a su se positionner physiquement et psychologiquement dans la tête des gens pour viser spécifiquement les ménages aux plus faibles revenus. Pour rappel, le positionnement en marketing, c'est la position occupée par une marque dans l'esprit du consommateur, qu'elle soit physique ou psychologique, pour lui permettre de se différencier sur son marché.
Un positionnement s'établit donc selon des objectifs financiers ou stratégiques, des caractéristiques comme les prix ou les produits ou encore l'image de marque. Bien écoutez, nous sommes en 1981 et c'est vrai, je faisais les marchés avec ma caravane et je peux dire que tout allait bien pour nous. Sauf que notre fils avait bientôt l'âge d'aller à l'école. Alors, bien à ce moment-là, la question se posait. Soit je gardais notre vie de gitan, qui, c'est vrai, nous rendait heureux. Et dans ce cas-là, eh bien, je faisais suivre donc des cours à distance à mon fils, ouais, au petit. Ou soit, on se posait pour le mettre à l'école. Je suis de Villeneuve-sur-Lot. Et naturellement, je voulais le plus beau magasin. Et bien sûr, je le voulais dans la rue principale. Mais seul problème, eh bien, je ne pouvais pas me payer le centre-ville. Pour mon budget, j'ai pris un hangar à l'extérieur de la ville. Un hangar qui se trouvait en pleine campagne, mais sur une route nationale. Et là, eh bien, j'allais faire venir les clients à moi, à l'image du camelot sur les marchés. Et à l'époque, vous savez, on ne parlait pas de buzz. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Quand vous allez dans une enseigne comme Jiffy du type Action ou Noz ou Ikea, vous allez toujours avoir des tarifs qui défient toute concurrence et tirant les prix vers le bas. Selon un article de 2024, le chiffre d'affaires des magasins discount de déco ne s'est jamais aussi bien porté puisqu'il atteignait 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, soit une hausse de 5% par rapport à 2022. On peut expliquer ces chiffres par rapport à l'attrait des consommateurs pour les petits prix, mais également l'essor du e-commerce et aussi la crise économique. Grâce à cela, les magasins discount ont le vent en poupe. Les enseignes comme Jiffy, telles que Action, Marché des Affaires, Noz, Stocomanie, Casa ou encore Ikea, ont su s'imposer dans le paysage français avec leurs prix ultra compétitifs et leurs offres variées. Alors vous allez me dire, comment ils font pour faire des marges sur leurs ventes avec des prix aussi bas? En ce qui concerne Jiffy, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont recours à une centrale directement intégrée dans les entrepôts pour livrer leurs clients en direct sans passer par des intermédiaires. Sachant que majoritairement, tous leurs produits viennent à 59% de Chine. Mais pour construire une stratégie où les prix de vente sont très bas, il faut prendre en compte en amont d'autres facteurs, tels que les surplus de stock en entrepôt, l'augmentation du trafic au point de vente, la mise en avant des produits qui stagnent dans le catalogue, attirer l'attention sur de nouveaux lancements ou encore récompenser les clients fidèles pour leur rachat répété. Un commerce, c'est la rencontre entre un produit ou une offre et un public. Et pendant longtemps, eh bien, je n'ai pas fait de stratégie, jusqu'au jour où le nombre de magasins impose de s'organiser pour, bien sûr, rester compétitif. Et je peux le dire, aujourd'hui, chez Jiffy, tout est pensé, analysé. Et nous avons près de 1000 personnes donc, au siège, 1000 personnes qui inventent notre marketing. Et bien sûr, gère nos achats. Le concept de nos magasins est moderne et accueillant, trouvant sa place dans la conjoncture actuelle où le client cherche le produit au bon prix, tout en alliant l'utile à l'agréable pour ses achats en famille. Sur les raisons qui peuvent pousser à repenser sa stratégie prix, il va y avoir différents facteurs. Il va y avoir le contexte économique, il va y avoir les concurrents, il peut y avoir le contexte géopolitique, le contexte météorologique aussi qui va favoriser l'apparition d'une demande particulière sur une segmentation de produits. L'évolution d'un marché va nécessiter justement d'avoir un maximum de réactivité et de pouvoir adapter ses prix à ce contexte. Il y a également la notion de diversification où vous allez avoir à pouvoir adapter ces différents prix sur différentes zones de chalandise. Les stratégies de prix réduits sont généralement associées à d'autres promotions sur le long terme. Ils offrent des avantages supplémentaires lors de l'achat de certains produits ponctuels. Et ça, c'est le cas notamment dans les produits de grande distribution quand vous allez en grande surface pour faire vos courses quotidiennement sur les pâtes, le riz ou d'autres produits de consommation. En marketing, c'est ce que l'on appelle une stratégie de domination par les coûts. En gros, c'est un processus qui permet de proposer des produits à des tarifs les plus bas possibles pour réaliser des économies à grande échelle. Mais ce processus n'est possible qu'à condition de vendre une très grande quantité ou de très gros volumes. Alors sachez qu'en ce moment, la société est en train de repenser sa stratégie tarifaire
pour optimiser tous ces bénéfices. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les détails d'une renégociation, ça serait trop technique, trop compliqué et c'est pas le sujet. Et de toute façon, je n'ai pas assez de données. Mais sachez que pour repenser une stratégie tarifaire, il faut néanmoins 3 types de facteurs. La crise économique, repenser tout ce qui est de l'évolution du marché, de la concurrence, etc. Les changements en interne de politique, c'est-à-dire repenser les valeurs de la société, le processus de travail, le management des équipes, les plannings, etc. L'ajustement des marges et des volumes. Après, cette stratégie n'empêche pas de garder la même qualité de produit que celle des concurrents. Mais concrètement, comment ça se passe pour le client? En fait, dans une société où le pouvoir d'achat a drastiquement diminué en quelques années, il faut que les clients aient toujours l'impression de continuer à faire de bonnes affaires à moindre coût. Ok, d'accord, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour afficher des tarifs bas? Eh bien, je vais vous donner un exemple pas du tout anodin, les prix affichés en décimales. Ça n'a l'air de rien là comme ça, mais en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la psychologie des prix. Alors je vais vous prendre un exemple. Quand vous achetez quelque chose, par exemple à 4,99 €, vous savez implicitement que, en gros, le produit est à 5 €. Par rapport à ça, si vous additionnez un autre article à 27,98 €, un autre article à 149,97 €, 80,47 €, etc., et bien là, on tombe sur des chiffres qui ne sont plus tout à fait ronds et du coup au niveau des comptes on s'y perd. Vous arrivez à plus d'une centaine d'euros alors qu'en fait vous pensiez à la base que vous alliez faire des économies. Alors un salami, un rouleau de sopalin, une part de pizza, une boîte de thon, un sachet de pâtes, une boîte qui fait mieux, 155 € s'il vous plaît. Quoi? 155 €? C'est pas possible, vous vous moquez de moi. Vous pouvez recompter s'il vous plaît, il doit y avoir une erreur. Non, effectivement madame, vous avez raison, c'est 154,99 €. Désolée, madame, pour cette erreur. Oui, bah oui, forcément, je suis bête. Ça change tout. Ah, tenez au fait, ce bon d'achat pour dépenser plus la prochaine fois. Pensez à économiser. Je n'y manquerai pas. Je suis le pigeon parfait, n'est-ce pas? Passez une bonne journée quand même. Est-ce que vous avez fait des économies? Par contre, quand vous regardez les catalogues, vous voyez que vous pouvez encore faire des économies avec une carte de fidélité, puisque les prix de la remise sont souvent mis en avant sur les articles par rapport aux prix normaux qui, eux, sont barrés. Donc, encore une fois, vous avez l'impression de pouvoir faire de bonnes affaires en prenant une carte de fidélité. Le marketing expérientiel permet aux clients de se servir de ses sens pour apprécier une enseigne. En fait, c'est une branche du marketing qui permet justement d'utiliser les émotions. Il permet aussi aux clients de ranimer une zone du cerveau, de la mémoire, pour avoir des souvenirs positifs concernant la marque. Jiffy, qui se veut être une enseigne pour la famille et pour la maison, surfe sur cette vibe pour pouvoir justement faire revenir ses clients chez lui, pour éviter justement de faire de la publicité. Parce que plus les gens sont fans et plus ils viennent volontiers. Là, j'ai en tête par exemple la marque Apple qui propose des produits complètement épurés et complètement blancs, dont les fans en fait peuvent revenir quand ils le souhaitent, pour pouvoir acheter les produits, peu importe leur prix. Ce marketing basé sur les émotions déclenche souvent ce que l'on appelle un achat compulsif. Chez Jiffy, pour les soldes, les produits qui sont mis en avant portent les étiquettes jaunes et rouges du logo. Le logo lui-même est connoté pour passer à l'action. Vous avez le rouge de la couleur de la passion et de l'urgence, et le jaune couleur de la joie et de la créativité. Selon les données de la société de gestion Optimix, Jiffy compte 250 000 articles actifs en magasin et 1200 actions de promotion en magasin. En fait, quand vous vous rendez dans un magasin Jiffy, il y a des articles absolument partout. Donc forcément, ça implique que votre bonheur se trouve parmi les rayons, au milieu de tous ces étalages. Certains points de vente sont mis en avant par des affiches ou par des annonces au microphone par exemple, ou des événements tout simplement. Et en fait, on peut très bien aussi avoir des déplacements stratégiques à travers les rayons, des produits qui stagnaient dans le catalogue et que l'on ressort pour justement les mettre en avant à un endroit clé, par exemple à l'entrée ou à une sortie de magasin. En fait, la réorganisation des rayons va donner plus de temps aux visiteurs de reparcourir le magasin. Ça va casser sa routine si c'est quelqu'un qui vient très souvent. Et du coup, ça va favoriser à augmenter le panier moyen d'achat tout simplement lors des achats finaux. Selon une étude de HubSpot en 2024, 78% des clients privilégient l'achat dans un point de vente physique plutôt qu'en ligne sur Internet. C'est pour ça que beaucoup de personnes apprécient des enseignes comme Jiffy, Action ou Noz pour faire leurs courses ou faire tout simplement du lèche-vitrine.
Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce, explique ce jeudi sur RMC dans Estelle Midi qu'une partie de la population fréquente le hard discount parce qu'elle n'a pas trop le choix. Surtout après les années 2022-2023 où l'inflation générale varie entre 10 et 20,5% dans l'alimentaire. La dynamique est favorable à ces enseignes avec des problématiques actuelles d'inflation et de pouvoir d'achat. Les ménages les fréquentent avec un double objectif, optimiser leur budget, mais aussi se faire plaisir, indique Delphine David, auteure d'une étude de Xerfi, cabinet d'expertise et d'études statistiques. Si vous êtes déjà allé dans un magasin de déco comme Jiffy, comme La Foire Fouille, comme Noz ou comme Action par exemple, vous avez déjà trouvé des allées spécifiques dédiées à des promos alors que tout le reste du magasin est déjà en promo. Et ça en fait, ça force le consommateur justement à être vigilant, à plus faire attention et à regarder, à chiner, à farfouiller pour trouver justement le produit de ses rêves. Et là en fait, du coup, ça va augmenter le temps de visite moyen dans le magasin. Et c'est ça qui fait que ça peut potentiellement vous rendre accro parce que ça peut vous donner l'envie ou l'impression de faire partie d'une aventure justement pour aller trouver le trésor que l'on aurait caché quelque part au milieu de toutes les babioles. Et le principe, c'est que les consommateurs deviennent accros. Et là, en fait, on pourrait glisser sur une pente dangereuse qui s'appelle l'oignomanie. Alors, je vous arrête tout de suite. Il n'y a rien à voir avec le fait d'aimer les oignons ou de pas aimer les oignons. Il s'agit ici bien d'un trouble du comportement qui définit un achat compulsif répété. La fièvre acheteuse. Alors, peut-être que vous en avez déjà entendu parler à la télé ou dans les médias. L'Association des addictions en France a répertorié plusieurs points concernant ce trouble du comportement. Les pensées obsessionnelles autour du shopping et de l'achat, l'impact de l'achat sur l'humeur, les achats qui perturbent le quotidien, le besoin d'acheter toujours plus pour atteindre la même satisfaction, l'incapacité à acheter moins, le sentiment de détresse ou de tristesse si un achat n'est pas réalisé et enfin, les achats qui affectent le bien-être psychologique ou psychique d'une personne d'une façon maniaque. Alors si vous vous reconnaissez dans cette description, je vous invite tout de suite d'urgence à aller consulter un médecin ou le numéro qui va s'afficher ici ou alors en barre de description. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous quand vous êtes atteint de ce trouble de fièvre acheteuse ? Tout simplement, vous allez être plus sensible aux campagnes publicitaires prônées par la marque, mais aussi être plus influencé par les promesses marketing, les promesses de vente sur certains produits que d'autres personnes. Et ça va vous donner envie de dépenser tout votre temps et tout votre argent du côté de cette marque-là pour vous faire plaisir. Rappelez-vous, je vous ai dit en début de vidéo que Philippe Ginestez avait un comportement très paternaliste envers ses employés. Et ça, c'était pas des blagues parce que... Attends, il se passe quoi là ? J'ai pas fini là. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Waouh. Ok. On peut dire des fois que c'est une secte parce qu'on est vraiment, que Monsieur Ginestez, on n'est pas en adoration, mais c'est vrai qu'on est, c'est pas un gourou, moi je peux pas, moi j'appelle ça un papa. Excusez-moi, je faisais un AVC dans un monde merveilleux. En faisant mes recherches, j'ai découvert un système de management un peu particulier qui touche tous les employés dans certaines firmes, mais aussi qui impacte directement les clients. Laissez-moi vous parler du Happy Management. Et si ce terme ne vous dit rien, c'est parce que c'est un concept qui vient directement des États-Unis et qui est employé dans certaines firmes comme Google ou Apple. Dans les années 2000, le terme de Chief Happiness Officer apparaît pour la première fois chez Google. Il a pour but d'améliorer les conditions de travail des employés afin qu'ils puissent se sentir bien au boulot. Il renforce aussi la culture d'entreprise en interne et fait en sorte que les salariés puissent être en adéquation avec les valeurs prônées par la marque. Là donc vous avez en tête la table de billard ou encore le baby-foot ou peut-être encore la salle de gym ou la piscine à l'intérieur de la structure. En France, le modèle s'est exporté jusqu'en 2010 où il atteint son apogée dans les startups. Du coup, qu'est-ce que ça signifie concrètement d'engager un
manager du bonheur dans une entreprise. Ça veut dire que la direction prend à cœur les problèmes et les enjeux humains, tout simplement, et qu'elle cherche à améliorer sa structuration. Ça renforce la cohésion des équipes, ça améliore l'importance du bien-être individuel et collectif, ça met en avant les valeurs de la marque et ça augmente la productivité des employés. Le Happiness Manager doit être à l'écoute des collaborateurs. Regardez par exemple si l'ergonomie des postes est viable, si les conditions matérielles peuvent être améliorées ou encore si l'organisation du temps de travail est acceptable. Concernant Jiffy, son créateur Philippe Ginesté a pris ce rôle très à cœur et son lien à ses employés est si fort qu'il va bien au-delà de celui d'un PDG. Il n'hésite d'ailleurs pas à s'investir personnellement pour remotiver ses employés. Par exemple, faire des séminaires dans son chalet privé ou des voyages à l'étranger. J'ai pu aller filmer donc un séminaire de motivation qu'il organise lui-même dans son chalet à Megève, en Haute-Savoie, donc un chalet très luxueux, et où par groupe de 40, en fait, il convie les salariés les plus motivés. Pas uniquement des cadres, aussi ça peut être vraiment des employés de magasins, différentes strates de l'échelle dans l'entreprise, mais c'est les plus méritants. Le séminaire est présenté un peu comme une espèce de carotte de récompense, et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du tournage, et du film, on se rend compte que le séminaire, c'est pas juste un cadeau pour les plus méritants, et c'est pas pour rien que ça s'appelle séminaire de motivation, c'est théorisé, c'est-à-dire que les salariés sont conviés en séminaire, mais pour repartir encore plus motivés, et lui, à la fin du séminaire, il va leur dire maintenant, vous allez retourner dans vos magasins, expliquer à vos collègues à quel point ça vaut le coup de se défoncer pour l'entreprise, parce que eux aussi pourront un jour être conviés en séminaire de motivation. Donc on voit que c'est un système de management global très bien pensé, mais sur la partie théorique, finalement, c'est assez basique. Ça repose sur très peu de grandes. Ça repose sur des ressorts humains qui sont. On va motivons nos salariés à se défoncer et voilà, on va leur en vendre du rêve pendant une semaine parce que c'est sûr qu'il y a un énorme décalage entre la réalité du travail dans les magasins Jiffy et le cadre du chalet qui est quand même un immense chalet avec une salle d'escalade, une piscine. Enfin voilà. Selon une enquête du cabinet Virecol qui examine les conditions de travail en entreprise, le chiffre d'affaires pourrait augmenter de 20% si les salariés sont heureux et satisfaits de leurs conditions de travail. Toujours selon cette étude, 70% des clients préféreront aller dans une structure qui a un meilleur service client. Alors qu'est-ce qui se passe en fait quand les employés sont heureux? Tout simplement, vous avez dû le voir en tant que salarié dans votre entreprise. Si vous êtes heureux là où vous êtes, vous n'avez déjà pas envie de partir, a priori, vous avez envie de rester là pour longtemps, dans les mêmes conditions de travail, avec le même salaire, le même environnement, etc., et les mêmes conditions. Vous avez également envie de parler positivement de la structure, de dire à quel point elle est formidable. Les marques qui utilisent le Happy Management l'ont bien remarqué, parce qu'un salarié qui est heureux augmente la productivité. Donc pour le coup, vous avez plus envie, vous, en tant que salarié, de faire des efforts pour pouvoir rester et pour pouvoir être payé davantage, tout simplement. Selon une étude du IJA... Une étude de l'IJA Femme Journal permet de montrer que le désengagement des employés peut coûter cher à une entreprise, de l'ordre de 450 milliards de dollars aux entreprises américaines, selon cette étude. L'engagement des salariés peut se baser sur 5 critères. L'initiative, la loyauté, l'efficacité, l'identité, l'engagement. Les marqueurs d'absentéisme peuvent être fréquents quand les employés sont désengagés. Donc les marques de désengagement telles que l'absentéisme, la démotivation, le burn-out, etc., ce genre de choses. Et ça fait perdre de la productivité. On a l'impression d'être un peu dans une secte, c'est-à-dire tout le monde qui est là en train d'être vent debout contre ce gars qui finalement est un comédien. Oui. Ouais, mais genre tout le monde adhère complètement, fait et cause pour Philippe Ginestès, sa méthode de management, c'est genre... disons que de fait, ceux qui sont conviés à Megève, globalement, ils adhèrent puisque c'est les plus méritants. Ouais. Et donc du coup, c'est ceux qui jouent le jeu. Après, ceux nous auxquels on n'a pas eu accès, que là je peux rencontrer lors des différentes projections en débat, c'est ceux qui soit ne vont pas à Megève parce que ça les intéresse pas, parce qu'ils sont pas dupes non plus sur que c'est des méthodes de management et que c'est pas juste une récompense et puis que ça casse le collectif, ou alors ceux qui globalement sont partis en fait des anciens de chez Jiffy, qui m'ont expliqué, qui me dit, en fait, si vous adhérez pas à tout cet ensemble qui est, c'est-à-dire de travailler avec des collègues qui sont un peu fascinés par leur patron, en fait, au bout d'un moment, vous allez vous-même partir parce que vous serez pas heureux dans cet environnement de travail. On peut dire des fois que c'est une secte parce qu'on est vraiment, que Monsieur Ginesté, on n'est pas en adoration, mais c'est vrai qu'on est, c'est pas un gourou, moi j'appelle ça un papa. En dépit des efforts déployés à remettre l'humain sur le devant de la scène, Jiffy n'est plus l'enseigne préférée des Français dans le discount, de la maison et de la déco.
Selon l'étude du site Bonial, spécialisé dans les circuits de grande distribution et le retail, Jiffy dégringole à la 6e place derrière Ikea, Leroy Merlin, Action, Maison du Monde ou encore Conforama. L'enseigne reste malgré tout dans les marques préférées de la déco les plus attractives. Alors qu'est-ce qui explique cette chute ? Alors, on l'a vu dans les médias, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous aurez remarqué que la chute est principalement due à un problème informatique. Donc, en gros, ils ont voulu migrer leur système de données, sauf qu'il y a des pertes qui se sont faites à ce moment-là. Et donc, les suivis de commandes, les stocks, toutes les commandes en cours ont été perdues. Et il y a eu beaucoup de choses par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, ils se retrouvent au bord de la faillite. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent expliquer ce revirement de situation et auquel Jiffy n'a pas eu le temps de pouvoir se tourner pour y faire face. On peut peut-être par exemple citer le fait que la concurrence s'est développée sur le marché de hard discount de la décoration, par exemple avec des entreprises telles que Action, telles que Ikea ou Noz, vous les connaissez tous. Et ces entreprises-là ont pris des parts de marché conséquentes et importantes, si bien que ça a fait chuter Jiffy. En fait, la proposition n'est plus unique comme elle l'était autrefois. Le marché est en tension parce que comme il y a beaucoup de concurrence maintenant sur ce secteur-là, il faut toujours renouveler sa stratégie de communication et sa stratégie tarifaire pour pouvoir justement faire face aux aléas du marché, proposer des prix toujours aussi bas, proposer des services qui soient toujours les mêmes optimum au niveau des clients, mais également des produits de qualité au niveau des magasins tout simplement. Et tout ça en ayant des marges suffisantes et conséquentes. Et ça, c'est un peu compliqué à gérer finalement. Et ça, c'est quelque chose auquel Jiffy n'a pas eu le temps de faire face. Et aussi, il faut noter quelque chose que personne n'a vu venir, c'est le développement d'Internet, bien sûr. Et ça, vous le savez, avec des marques non physiques et purement numériques comme Amazon, Temu, AliExpress, etc. Vous savez que ces marques font également de l'ombre aux marques purement physiques. Alors bien évidemment que depuis l'avènement d'Internet, les marques physiques se sont adaptées à leur stratégie de communication pour pouvoir répondre à la demande d'un public toujours plus connecté. Et nous allons voir en fait la différence entre les marques purement physiques et les marques purement numériques parce que même s'il y a quand même des similitudes entre les deux, vous allez voir que les stratégies sont bien différentes. Sur Internet par exemple, les marques vont toucher plus de monde. Vous allez avoir plus de produits qui vont être vendus. Vous allez avoir un budget publicitaire qui est réduit, drastiquement réduit d'ailleurs, des stocks à gérer et de la main-d'œuvre en moins par rapport à un point de vente physique. Et donc ça, c'est un avantage considérable qui fait de grandes économies. Une marque à portée internationale et qui va pouvoir apporter de la notoriété en fait, tout simplement. Sur ce graphique-là, vous voyez que l'essor du e-commerce a fait un bond depuis 2020 de 4,2 milliards de dollars en fait. Et donc du coup, l'essor du e-commerce peut expliquer aussi ce changement de stratégie. Là, vous notez aussi qu'en 2025, on n'est pas loin d'atteindre les 7,39 milliards de dollars. Donc là, ce n'est pas à négliger non plus. Ça veut dire que l'essor du e-commerce est toujours aussi grandissant. Comme en fait le e-commerce est bien plus simple pour les consommateurs, il faut pouvoir aussi se positionner sur ce cercle-là. Et ça, du coup, donc les marques physiques comme Jiffy, eh bien, elles se sont mises à la page par rapport à ça et sont devenues ce que l'on appelle des hybrides. Maintenant, nous avons ce que l'on appelle les marques phigitales, c'est-à-dire à la fois un point de vente physique, mais aussi un point de vente digital. C'est-à-dire, vous pouvez faire vos courses tout simplement sur votre téléphone, par exemple. Et le client, pourquoi est-ce qu'il préfère ces autres marques alors, me direz-vous? Alors déjà parce que l'avènement d'Internet et la démocratisation des téléphones portables a encouragé les utilisateurs à garder le nez connecté 24 heures sur 24. Depuis la crise sanitaire, les consommateurs ont aussi pris l'habitude de consulter tout sur Internet, les avis positifs ou négatifs, les produits spécifiques ou encore la réputation d'une entreprise, etc. ou même les prix. Et ça contribue à stimuler la phase d'achat plus rapidement que de se déplacer physiquement sur un point de vente. Tout le monde maintenant a un téléphone, tout le monde peut consulter Internet n'importe où, tout le monde est connecté, hyper connecté d'ailleurs, et donc il faut faire avec son temps. Les marques comme Shein, comme Temu, AliExpress ou Amazon, vous les connaissez toutes, elles vont pouvoir vous apporter plus de facilité pour pouvoir commander. En quelques clics, vous avez déjà liké un produit, vous avez déjà regardé les avis, les commentaires dessus, vous avez déjà passé votre commande et vous savez que vous êtes en attente de cette commande directement chez vous. Donc vous n'avez plus l'effort à faire pour pouvoir
pouvoir vous lever, prendre la voiture et aller directement au magasin. Et donc, en plus de ça, vous pouvez suivre vos commandes même depuis chez vous. Et ça, c'est bien plus simple aussi que de pouvoir se rendre en magasin ou d'appeler et de regarder le numéro de commande, etc. Alors du coup, vente ou pas vente? Rachat ou pas rachat? Depuis la fin de l'année 2024, plusieurs articles pointaient du doigt le rachat imminent de la société Jiffy qui connaissait déjà des problèmes financiers assez importants et dont le problème informatique n'a fait finalement que révéler l'iceberg et précipiter la chute. Le groupe Carrefour et le groupe Zoari, qui possèdent notamment les magasins Stocomanie ou Maxi Bazar, étaient potentiellement intéressés par le rachat. Ce qui, je le rappelle, concernait majoritairement 800 magasins partout en métropole, mais également 6500 salariés. Et bien, contre toute attente, Jiffy ne se vend plus. Parce que, après de longues négociations, Monsieur Ginesté a réussi à convaincre les banques de pouvoir laisser du temps à l'entreprise de se refaire une santé financière. Et du coup, Jiffy n'est plus du tout à l'ordre de rachat à ce jour. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont en cours d'une renégociation tarifaire, mais également une nouvelle stratégie de communication et potentiellement une nouvelle direction. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse toutes les sources en commentaire avec les études pour pouvoir suivre l'actualité de cette entreprise. Je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Je vous retrouve pour un prochain numéro. Bisous les cuistots. Bye!